Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, à quelques minutes près, nous sommes le 25 décembre 2022. Et je voulais passer à partir de cet ouvrage-là, euh, avancer à travers Nietzsche, essayer de comprendre un peu mieux Nietzsche. Alors dans cet ouvrage, c'est de la Révolution française à la Révolution hitlérienne. Je pense que ce bouquin a été écrit dans les années de guerre, dans les années en 45, quelque chose comme ça, il me semble, hein, faut que je vérifie. Et donc, dans cette réflexion que Jean Drèche fait de la Révolution française à la Révolution hitlérienne, il y a le chapitre 10 qui est consacré à Wagner et Nietzsche. Je pense qu'il faut que je le lise. Il me semble que c'est intéressant. Déjà, je suis allé voir un petit peu qui était ce Jean Drèche. Alors, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que la plupart de ces gens qui sont inconnus ont écrit des choses très importantes et ont eu des vies assez intéressantes. Voilà, je vais lire sa biographie qu'on trouve sur Wikipédia. Il est né à Paris 6e le 30 novembre 1905 et mort à Paris 15e le 4 mars 1994. C'est un géographe français. Fils de Joseph Drecht, un germaniste devenu notamment professeur à l'université de Bordeaux, élève de l'école normale supérieure, promotion 1926, donc il avait 21 ans, il obtient l'agrégation d'histoire-géographie en 1930. Enseignant de lycée au Maroc, largement lié aux milieux communistes et indépendantistes locaux, il soutient une thèse de géographie physique sur l'Atlas marocain en 1941, puis participe à la résistance. Voilà ces êtres humains comme ça qui ont une... Voilà, je pense qu'il y a cet état d'âme, il était très fort chez les communistes, malgré tout. Et c'est très mal... je trouve qu'ils sont... ils- le néolibéralisme, là, a vraiment un côté tueur, tueur de communisme. Et il a une telle hostilité vis-à-vis de ça, et c'est là où on va le voir récupérer des idées complètement farfelues entre ceux qui vont défendre l'idée que Pétain c'était un résistant et les communistes au final c'est presque les pires quoi. On n'arrive même pas à reconnaître tout le travail qu'ils ont fait dans la résistance parce que c'est des questions d'état d'esprit, c'est pas le parti communiste, c'était l'état d'esprit d'un jeune qui rentre dans le communisme, c'est pas pour rien qu'il va plutôt dans le communisme que plutôt que dans l'extrême droite à l'époque. C'est deux états d'esprit différents. C'est ça qui est vraiment particulier. Et donc lui, c'est pas pour rien que Jean Drèche là euh, est, il est d'abord il est lié au milieu communiste et indépendantiste et qu'il rentre dans la résistance. Donc je continue. À partir de 1945, il poursuit une carrière universitaire qui le mène d'abord à Strasbourg, puis à la Sorbonne en 1948. Il dirige l'Institut de géographie de Paris, 1960-70, et est aussi vice-président de l'Union géographique internationale entre 68 et 80. Il est ainsi l'un des géographes français dominants des années 50 et 60, au niveau national et international, comparable au seul Emmanuel de Martonne avant lui. L'Académie des sciences d'outre-mer lui décerne le prix Maréchal Louis Hubert Lyautey en 1945 pour ses recherches sur l'évolution du relief dans le massif central du Grand Atlas, le Haouz et le Souss.
spécialisé dans l'étude des zones arides, autant en Afrique du Nord qu'en Chine par exemple, mais aussi dans la géographie humaine de la colonisation et des anciennement colonisés, cet universitaire communiste, resté jusqu'au bout communiste, s'est fortement engagé comme intellectuel anticolonialiste dans les années 50 et 60. Voilà, c'est là où ils sont dans le cours de l'histoire, ces êtres humains, des avant-gardistes, et on le retrouve dans le communisme, évidemment, ce genre de choses. Pour son action et ses convictions, il a été revendiqué par la revue Hérodote, dont le fondateur Yves Lacoste est un de ses anciens élèves. La bibliothèque personnelle et les archives personnelles de Jean Drèche sont désormais conservées par la bibliothèque de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et pour partie diffusées sur la bibliothèque numérique Octaviana. Sa femme est morte à 70 ans en 1976. Voilà. Donc, Jean Drèche, ça sera l'introduction. Et Jean Drèche a écrit donc cet ouvrage-là. Et j'ai picoré un petit peu la partie qu'il consacre au pangermanisme. C'est la partie juste avant là, voilà celle-ci. Socialisme et pangermanisme. Et il y a des choses intéressantes, vraiment intéressantes. On y reviendra, je pense. Je pense que ce livre, je vais le lire. Et je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup d'affection pour ces auteurs-là dont personne ne parle. Il a fallu que je cherche vraiment pour trouver quelque chose qui parlait de Jean Drèche, alors que, voilà, il était... il y a 10 lignes pour lui et il y a 10 pages pour... il n'y a même rien à dire, mais enfin bon, bref, voilà. Wikipédia, le côté juste, il n'y est pas. Voilà, donc ça sera ça. Je peux commencer un petit peu à lire d'ailleurs un tout petit peu de Wagner et Nietzsche. Je vais aller jusqu'à 3 minutes. Dans ce remous d'opinion et de tendances hostiles à la France, que restait-il en Allemagne de la pensée française? Nos institutions républicaines sont méprisées, notre science est dédaignée. Les universités allemandes se plaisent à ignorer l'érudition française, si remarquable dans le dernier tiers du XIXe siècle. Pourtant, la France garde son attraction. Elle s'exerce dans le domaine artistique et littéraire. À nos peintres novateurs, Manet, Monet, Renoir, Degas et Cézanne, s'ouvrent largement les musées des grandes villes allemandes. Zola, Daudet, Guy de Maupassant, Pierre-Louis ont un succès rapide et considérable. Baudelaire et Mallarmé, Verlaine, Rimbaud suscitent des imitateurs et des disciples. Là, il parle de comment les Allemands de cette époque, à la fin du XIXe siècle, voyaient la France, quel rapport ils avaient, alors que le rapport était enviable peut-être un petit peu avant, et là c'était un petit peu différent. Les outrances du naturalisme, les audaces du symbolisme, ces obscurités même sont faites pour gagner des esprits qui aiment la démesure et le mystère. Mais il y a aussi dans toutes ces œuvres une indépendance, une marque personnelle qui en impose, d'autant plus à l'Allemagne que son existence journalière est plus terne et plus matérielle. Ce sont des fenêtres qui s'ouvrent pour lui, du grand air qui lui vient de France et qui le grise sans qu'il s'en rende bien compte. Il n'est pas jusqu'à la philosophie française autrefois si dédaignée au-delà du Rhin qui ne pénètre en Allemagne avec Bergson. On s'éprend de son essai sur les données immédiates de la conscience. Pour un peu, on prétendrait qu'il est allemand par sa pensée et continuateur de Schelling. Voilà, donc je vais arrêter là. Euh, et en fait, Nietzsche, on voit, il a aimé la France, il a aimé l'Italie, il a aimé bouger. En fait, il était très universel.
On va voir un peu tout ça dans cette lecture. Et ensuite, on pourra à ce moment-là commencer dans euh, le crépuscule des idoles que je voudrais lire un petit peu derrière. Voilà son dernier ouvrage. Voilà, à très bientôt, merci.